Leur parcours était tout tracé. Puis, ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion. Ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez vous aussi un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui vous permet d'arrondir vos fins de mois grâce à votre réseau. Recommandez un membre de votre réseau sur bountychasseur.com pour tenter de gagner votre première prime. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Bloch. Il est cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Comment tu vas, Raphaël ? Écoute, très bien Romain. Super. Bon, on va passer un bon moment alors. Écoute, la tradition veut qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Écoute, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3 ? Ouais, alors c'est une excellente question. Non, déjà te remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. Et puis pour répondre à ta question, avant d'arriver dans le Web3, en fait, j'ai tout simplement fait des études en droit et finance. Et puis ça m'a amené à devenir journaliste et j'ai commencé ce métier en 2014. J'ai commencé chez Reuters à la couverture des marchés financiers, donc je couvrais vraiment ce qui est bourse notamment et puis en 2015-2016, j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin. Au départ, j'ai pas tout compris et puis je me suis dit quand même que ça valait le coup puisque j'en entendais un peu parler autour de moi, des amis qui s'y intéressaient, de revenir sur le sujet. Et puis bon voilà, là ça a été un petit déclic et j'ai vraiment commencé à écrire sur les questions liées aux crypto en 2016-2017 quand j'étais aux Échos. Et puis voilà, depuis ça ne m'a pas quitté et je suis super content de couvrir aujourd'hui ces sujets avec le média que j'ai cofondé avec Grégory Raymond et Dimitri Granger. Alors des marchés financiers traditionnels au marché crypto, finalement, on pourrait se dire qu'il y a qu'un pas, mais voilà, qu'est-ce qui fait que concrètement, tu vois, tu t'y es intéressé ? Est-ce que c'est une connaissance qui t'a vraiment initié, par exemple, au Bitcoin ? Enfin voilà, Ouais, comment ça s'est fait concrètement ? ouais. Non, effectivement, je me souviens très bien. Donc, tu vois, j'ai démarré chez Reuters. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Reuters, c'est une agence de presse. Il y en a trois qui sont très connus dans le monde. Il y a évidemment l'AFP, donc l'agence France Presse. Il y a également Associated Press, qui est une agence de presse américaine. Et puis il y a Reuters, qui est également une agence de presse. Alors pas seulement américaine, mais anglo-saxonne. Et ça, voilà, de par mon parcours, donc j'ai fait de la finance notamment en école de commerce. Voilà, je travaillais sur les sujets financiers et bon, ça peut paraître un peu loin pour certains, mais déjà en 2014-2015, on commençait à pas mal parler de Bitcoin et des cryptos, notamment pour leurs propriétés financières, c'est-à-dire que on parle de crypto-monnaie, on parle de marché financier. Alors évidemment à l'époque ça restait quand même encore plutôt confidentiel, mais quand même sur, j'allais dire, les sujets financiers dans les banques et pour les journalistes financiers, ça commençait à devenir un sujet. Il y a eu un épisode assez marquant en Europe avec la crise à Chypre, quand il y avait la crise des dettes souveraines. Et puis voilà, à Chypre, pas mal de Chypriotes et aussi des étrangers, notamment des Russes, ont eu à l'époque une partie de leur compte saisie. Et donc certains ont vu Bitcoin comme une alternative en se disant c'est impossible de nous prendre cet argent, donc on va mettre de l'argent sur Bitcoin. Et donc voilà, moi j'ai commencé à regarder ça en fait quand j'étais chez Reuters, parce que en couvrant tout ce qui est marché financier, naturellement on arrivait à ces sujets de finance et de paiement liés aux cryptos. Et puis après, évidemment, il y a le facteur personnel. J'ai deux trois amis pas spécialement geeks, hein, mais d'école de commerce qui s'intéressaient à ces questions, étaient tombés sur des forums qui parlaient d'une monnaie absolument révolutionnaire et donc voilà, j'ai commencé à regarder et comme je te l'ai dit, j'ai pas tout compris au départ. Je pense d'ailleurs comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que quand on tombe sur Bitcoin et tout ce qui est crypto Web3, enfin qu'on appelle Web3 aujourd'hui, on ne saisit pas forcément l'ampleur de ce que représente un système décentralisé, incensurable, qui permet de transmettre de la valeur. Et puis voilà, il faut juste laisser le temps
que les choses infusent. Et moi, ça a pris quelques mois. Je suis revenu sur le sujet, j'ai relu le white paper, et puis après, voilà, je suis aussi quelqu'un de très curieux. J'aime bien comprendre. Et c'est vrai que bah, quand on a un tel sujet qui touche à la finance, bon bah c'était impossible pour moi de ne pas continuer à creuser. Et puis à un moment donné, je me suis dit non mais en fait il y a un potentiel énorme. Et de fait, maintenant ça fait 6-7 ans que j'écris sur ces thématiques. J'ai vu à quel point le sujet est passé de quelque chose qui concernait uniquement la finance et uniquement une partie de la population mondiale à quelque chose de beaucoup plus mainstream qu'aujourd'hui bah, on traite beaucoup plus largement, notamment dans les médias, même si on n'était pas satisfait de la couverture médiatique et donc bah, c'est ce qui nous a poussé avec Grégory et Dimitri à créer The Big Whale en 2022. Effectivement, The Big Whale, alors ça fait un peu moins d'un an que vous êtes créé, je crois. Pourtant, on a l'impression Ouais, déjà que ouais. vous êtes là depuis des années, vous êtes hyper installé. Alors justement, bah, est-ce que tu peux nous parler de la création et Ouais. peut-être le point de départ, tu vois, la Ouais. rencontre avec tes Ouais, ouais. associés? Ouais, tout à fait. Non, bah écoute, merci. C'est vrai que c'est un retour qu'on nous fait pas mal sur le fait que les gens ont l'impression qu'on existe depuis pas mal de temps. Donc, on s'est créé au printemps 2022. Pour revenir un peu sur la genèse de ce projet, en réalité, ce qui est super intéressant, c'est que on peut presque dire que ce sont nos lecteurs avec Grégory et aussi, après je reviendrai sur Dimitri, hein, qui est le CEO de The Big Well et qui lui gère tout ce qui est extra-éditorial, c'est-à-dire qu'avec Grégory on gère la rédaction et lui est en charge de la stratégie, du développement et puis on a d'autres personnes qui nous rejoignent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont presque nos lecteurs, les abonnés qui nous suivent depuis maintenant des années sur les réseaux sociaux, avec Grégory qui nous ont poussé en fait à créer The Big Whale. Pourquoi? Parce que bah voilà, ils nous lisaient, on avait des super retours, on échangeait beaucoup avec eux, mais ils restaient un peu sur leur faim parce que Grégory était chez Capital, alors il faisait un super boulot sur ces sujets, il a notamment lancé 21 millions, mais il n'avait pas toute l'attitude pour faire ce qu'il voulait, pour développer un vrai média sur les sujets Web3 crypto, et puis on en parlera après, mais aussi pour développer un média qui touche à la technologie. C'est pour Mhm. ça qu'on a lancé des NFT, des choses comme ça. Et puis moi, c'était pareil, c'est-à-dire que de mon côté, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu la chance de travailler presque 4 ans aux Échos. Après, j'étais à l'Express, je couvrais tous les sujets financiers. Et donc, on s'est dit, bon, ça fait pas mal de temps que les gens nous en parlent. On fait partie des quelques journalistes qui couvrent beaucoup ces sujets. Nous, avec Greg, on se connaît depuis maintenant 2017, hein, parce qu'on était les premiers. Donc Mhm. forcément, quand on n'est pas nombreux à couvrir ces sujets, bah, ça rapproche, on est devenus copains. Et donc voilà, à force d'entendre, ouais, on aimerait bien que vous en fassiez plus, et puis pourquoi vous vous associez pas, bah, nous on s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc quand même à faire. Et puis bon, bah, on a laissé un peu le temps. C'est un peu comme Bitcoin dans mon esprit, c'est-à-dire qu'il fallait que ça mûrisse. Et en l'occurrence, voilà, les gens nous en ont parlé à partir de 2018-2019. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé en 2020-2021, c'est-à-dire que les marchés sont repartis à la hausse, plein de projets se sont développés. Et franchement, si je devais donner c'est vrai, une date un petit peu, hein, ce serait, je pense, l'été 2021. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à Surfing Bitcoin, qui est vraiment un super événement à Biarritz. Et je salue tous ceux qui contribuent à l'organisation de cet événement et qui se retrouvent chaque été là-bas. Bah, on s'est dit, ok, il se passe un truc, faut y aller. Ce qui nous manquait, c'était la troisième personne, bah, justement Dimitri, c'est-à-dire quelqu'un qu'on fréquente depuis maintenant quelques années dans l'écosystème crypto, qui lui ne vient pas du milieu journalistique, hein, il a occupé d'autres fonctions et il a créé plusieurs entreprises. Et on s'est dit, bah voilà, là on est tous les trois, on se connaît, on se fait confiance et on pense qu'avec l'expérience qu'on a chacun, là, on est capable de créer un média qui, à l'échelle européenne, assure des standards, enfin voilà, journalistiquement parlant, qui soit vraiment de qualité, avec une vision et aussi avec l'ambition de challenger le business model des médias. C'est-à-dire qu'on est à la fois super exigeant sur l'éditorial et on veut aussi, en s'appuyant sur ces technologies, donc bah, blockchain, crypto, NFT, bah, bâtir un peu le média de demain. Et donc bah voilà, on a travaillé tous les trois début 2022 pendant un mois, ouais, un petit mois, et on a lancé un site avec un produit simple, une newsletter hebdomadaire,
Il y a aujourd'hui une newsletter gratuite, une newsletter premium. On travaille sur beaucoup d'autres formats. On fait pas que ça, sans dévoiler tout ce sur quoi on travaille pour 2023. Mais on va avoir de nouveaux formats éditoriaux. On va lancer un podcast. Voilà, on travaille sur pas mal de choses. Mais non, c'est un projet dans lequel on a mis beaucoup d'énergie. On est parti avec peu de choses. Mais ce qui est top, c'est qu'en l'espace de moins d'un an, on a déjà recruté 2 personnes. On est en train de recruter. On va recruter plusieurs personnes en 2023. On s'est lancé en Europe avec une version européenne, donc en anglais. On a trouvé des locaux, on a levé des fonds, on a lancé une collection de NFT qui sera vraiment la base de nos abonnements demain. On est en train de préparer un gros événement là pour le premier trimestre 2023. Donc voilà, on fait plein de choses. On a une équipe super motivée et surtout, et ça c'est le plus important, et je voulais terminer par là, on a une communauté qui nous suit, qui a compris ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire du journalisme au sens plein du terme. On accompagne cet écosystème, on en fait partie, mais par contre, en faisant notre métier, on va parler de tout ce qui va bien et aussi de ce qui va mal, ce que certains évidemment nous reprocheront, mais on l'assume totalement et on est là pour ça, c'est-à-dire que le journalisme, c'est dire ce qui se passe, dire ce qui est fait et dire ce qui n'est pas fait. Donc ça implique voilà de parler de ce qui est positif et aussi négatif. Mais voilà, ce qui est top, c'est qu'on a déjà plus de 15 000 abonnés. On a des gens qui nous suivent. On est super encouragés et voilà, c'est le plus important et c'est ce qui nous donne cette force au quotidien. Bah écoute, félicitations en tout cas parce que bon voilà quand tu quand tu nous Merci. cites tout ce que tu viens de nous citer, voilà on se demande comment vous trouvez le temps pour faire tout ça et voilà on comprend que effectivement vous avez besoin de vous Ah, staffer. non, mais ouais, non, non, mais en fait le truc c'est que là-dessus, je pense que c'est comme beaucoup, c'est comme toi ce que tu fais avec le podcast, c'est comme ce que font énormément de femmes et d'hommes dans ce secteur, c'est développer des choses avec la conviction qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'il y a voilà plein de talents en France, en Europe et qu'on ne peut pas on peut pas se permettre de passer à côté de ce virage technologique. Carrément. Alors, je pense que enfin, nos auditeurs sont toujours curieux de ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les coulisses, alors bien entendu, voilà, dans la limite de ce que tu peux dire, Ouais. voilà, de ce qui se passe un peu tous les jours chez The Yes. Big Whale, peut-être un peu la journée type, même Ouais. si, voilà, on le sait en crypto, il y a aucune journée Ouais. type, mais voilà, Ouais. comment ça se passe? Ouais, ouais, non, mais avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, d'être les plus transparents possible sur notre manière de travailler. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui est propre aux journalistes, mais comme dans beaucoup de professions, c'est que on a, et je voudrais vraiment commencer par là, c'est le secret des sources, ce qui fait que bah, et c'est pour ça que tu vas comprendre comment notre journée est organisée. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, bon, l'entreprise de Big Well, c'est-à-dire une société qui se développe, et là-dessus, comme je viens de t'en parler, on a plein de projets. Donc, l'équipe travaille sur ces projets, et donc il y en a certains qui développent le produit en travaillant notamment sur la tech. Après, il y a le marketing, il y a le recrutement, il y a le réseau qu'on développe. Et puis après, sur la dimension éditoriale, donc surtout ce qui nous occupe avec Grégory et les autres journalistes avec lesquels on travaille et certains vont bientôt nous rejoindre, c'est tout bêtement travailler notre réseau, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que le rôle d'un journaliste, c'est de raconter ce qui se passe. Nous, en l'occurrence, de Big Well couvre le sujet du Web3 au sens large. Il faut vraiment voilà, comprendre cet Internet de la valeur, donc parler de crypto, NFT, blockchain, même métavers, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et donc, pour faire au mieux notre travail, tout bêtement, il faut qu'on voit du monde, qu'on échange avec les acteurs du secteur, qu'on échange avec les régulateurs, les politiques, les investisseurs. Enfin, c'est vraiment ça en fait qui fait le sel de ce métier et qui fait aussi que on a je pense, cette crédibilité auprès de beaucoup, c'est qu'on prend le temps de comprendre, de discuter avec les porteurs de projets. Grégory, par exemple, fait un gros boulot aussi pour tester. Mhm. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, tu sais que quand on parle des cryptos, voilà, il y a des projets, il y a une tech, et donc Greg fait ce boulot de tester. Là, on va sortir pas mal de papiers sur des layer 2, hein, donc des secondes couches d'Ethereum. Bon, ça implique aussi de voir comment ça marche, de voir les limites, de voir si c'est simple à utiliser, de voir quels sont les avantages de tel ou tel protocole. Donc voilà, on fait tout ce boulot et en fait c'est fondamental parce qu'en réalité, il y a plein de gens et qui le font très bien, qui peuvent écrire sur tel ou tel sujet,
Mais là où nous, on apporte une vraie valeur ajoutée, c'est que on passe du temps avec les acteurs du secteur. Les abonnés nous payent, je veux dire, pour faire ça, en toute indépendance. Pourquoi je dis toute indépendance? Parce que contrairement à beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans cet écosystème, et c'est aussi ce qui nous a poussé, nous, on n'investit pas dans les projets. Nous, ce qui fait que l'équipe est rémunérée, c'est la communauté qui paye. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle où finalement on va prendre de l'argent de certains projets pour en parler. Nous, on considère chaque matin les sujets en fonction de l'intérêt qu'ils ont pour les abonnés de The Big Well. C'est-à-dire qu'on ne va que parler de sujets que l'on juge importants pour eux. Donc parler de tel ou tel protocole, mais pas parce qu'on a été payé pour en parler, mais parce que après avoir regardé ce qui se faisait, après avoir testé le protocole, bah, on juge que c'est intéressant d'en parler. Et puis il y a aussi la réalité de l'actualité avec des sujets qui s'imposent, hein. On en parlera peut-être après, mais quand il y a des crashs comme celui d'FTX, bon bah là aussi on juge qu'il faut en parler, qu'il faut expliquer ce qui se passe parce que on doit aussi permettre, ça c'est l'une de nos grandes ambitions, permettre à nos abonnés, à la communauté de The Big Well de comprendre voilà ce qui se passe dans le Web 3. Donc voilà, on n'a pas de journée type, mais ce qui est sûr, c'est que on voit beaucoup de monde. On passe du temps avec les acteurs de l'écosystème, alors en physique ou avec voilà des coups de fil, des conférences en visio, mais c'est un peu ça notre quotidien. Et puis aussi de voyager. Tu vois, on était, enfin moi je suis parti en Argentine, on était en Suisse, où on a croisé beaucoup d'acteurs et c'était super intéressant. On était en Belgique. Là très bientôt, je vais repartir à l'étranger. C'est aussi ça notre rôle, c'est raconter ce qui se passe aux gens qui nous suivent. Tu mentionnais l'arrivée de nouveaux journalistes au sein de The Big Whale. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur parce que Ouais. tu vois sur la ligne éditoriale, enfin c'est vous qui l'incarnez, enfin c'est toi et Grégory, et du coup tu vois voilà les gens vous identifient Ouais. presque, vous êtes un people project entre guillemets, et tu vois est-ce que ça vous fait pas un peu peur justement de vous Hmm. dire il y a des gens qui Ouais. sont un peu moins connus etc. et du coup les gens vont peut-être Ouais. être un peu moins Alors, attirés par le média. non, mais c'est un super point. Non, en réalité, notre but, c'est justement que on ait des journalistes qui nous rejoignent, pas parce que on est Grégory Raymond et Raphaël Bloch, mais parce que on fait du boulot de qualité. C'est-à-dire que moi, et c'est ce que je répète à chaque fois, ma personne m'importe peu. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de fournir au quotidien une information de qualité et ça passe par The Big Way. Il s'avère que ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets et qu'on est disponible. Donc oui, les gens nous connaissent et moi vraiment je m'évertue à répondre à tous ceux qui m'écrivent ou qui veulent échanger et là-dessus on sera toujours disponible. Donc forcément on crée un lien avec les gens. Et je pense que là où tu as raison, c'est que ils nous suivent parce qu'ils nous ont identifiés et que voilà, ils savent que nous sommes fiables et qu'on sera toujours disponible. Mais une fois qu'on a dit ça, le plus important, c'est ce qu'on est en train de créer collectivement. Il y a des gens qui nous ont déjà rejoints dans l'équipe, qui font un boulot énorme, sans lesquels on ne ferait rien, parce que encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc et je peux prendre l'exemple de Grégory. Voilà, Grégory, c'est un super journaliste, c'est un super mec au quotidien. Il fait un boulot énorme, mais il ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait s'il ne travaillait pas avec l'équipe qu'on a aujourd'hui et tous ceux qui nous rejoindront demain. Donc non, non, on a évidemment vocation à attirer du monde et crois-moi, ils seront tout aussi connus dans les mois et les années qui viennent qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que tout bêtement, c'est par le boulot qu'on fait au quotidien qu'on est connu. Donc en fait, en bossant avec nous, la marque va surtout se développer et eux aussi vont développer leur réseau. Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant du sujet qui vous a demandé le plus d'efforts à traiter depuis la création de The Big Whale? Alors comme ça, on pense à FTX. Il y a aussi le sujet brûlant tu vois, de l'enregistrement Ouais, versus l'agrément PSAN. Bon, pour ouais, ceux qui écouteront ouais. l'épisode, là, on enregistre le 19 janvier, donc ça sera peut-être déjà passé à ce moment-là. Ouais, Mais voilà, est-ce que c'est autre chose? ouais, ouais. C'est une super question.
Franchement, moi, il y en a pas mal qui me viennent à l'esprit, mais pour des raisons différentes. Bon, tu mentionnais FTX. Bon, évidemment, c'est un sujet hors norme, compliqué à traiter journalistiquement pour plein de raisons. D'une part parce que je pense que comme tu le sais, nous on a eu SBF en interview et c'était rétrospectivement assez lunaire parce que on l'a eu avant le crash de FTX, hein, quelques semaines avant, et on lui a posé des questions que tout le monde avait en tête sur les performances hallucinantes de FTX, sur effectivement la trajectoire de la plateforme, sur le projet qu'il avait en tête. Et ce qui est dingue, c'est que SBF, et en fait quand on se refait le film faisait toujours des réponses, non pas à côté de la plaque, mais qui étaient en fait, tout était trop beau pour être vrai. Alors après, c'est facile de le dire a posteriori, mais c'est vrai qu'il y avait des red flags dans tous les sens. Et là où ça n'a pas été simple, et on en a pas mal parlé avec Greg et l'équipe, c'est que nous, on est en permanence pris entre la volonté de donner le plus d'infos possible à nos abonnés, donc de couvrir l'écosystème et d'avoir voilà un spectre large. Donc ça implique de parler avec les responsables des plus gros acteurs du secteur. On a fait CZ, le patron de Binance, mais on a aussi parlé à Michael Saylor, donc de Micro Stratégie, de Yatsu, d'Anipol Cabrons. Enfin, donc en fait, pour nous, c'est hyper important de les avoir parce que comme ça, on leur pose des questions qu'on juge importantes sur ces sujets. Après, ce qui est difficile, c'est que on est encore un jeune média et c'est vrai que on n'a pas encore la force de frappe et j'allais dire la notoriété qui nous permet en fait, j'allais dire de davantage mettre la pression sur un SBF. Et donc, quand on lui posait les questions, bon il répondait. Mais après, voilà, ce qui est frustrant, c'est que il vous donne des informations et nous là, on n'avait pas encore tous les moyens de vérifier. Et on lui a posé la question sur la situation financière de FTX et il expliquait, on a beaucoup de cash, on va même faire des opérations en Europe. Bon, heureusement, il n'a pas eu le temps de faire trop d'opérations en Europe, même si on sait qu'il investit dans quand même quelques projets sur le vieux continent et notamment en France. Mais voilà, c'est pas simple à traiter parce que on veut à la fois parler à tout le monde et en même temps c'est un écosystème où il y a comme on l'a vu des escrocs, des gens qui profitent de la hausse des marchés pour se faufiler et donc voilà, ça c'était pas simple et puis aussi avoir des documents tout bêtement, avoir des documents, des informations sur une entreprise comme FTX, ça n'est pas simple. Et puis non, sinon je pense à un autre projet, avant de parler de l'agrément, un autre projet comme Elrond. Donc c'est un projet européen monté par une équipe roumaine. Voilà, ça bosse beaucoup dans ce projet. Après, ce qui est dur, typiquement avec des projets comme Elrond, alors qui s'est rebaptisé là, il y a à fin 2022 Multiverix. Ce qui n'est pas simple, c'est que globalement, quand tu as des projets comme ça qui ne sont pas dans le top 5 ou top 10 mondial, donc qui n'ont pas non plus une communauté mondiale, mais qui ont quand même une grosse communauté assez soudée, c'est que le moindre élément un peu négatif ou critique est pris comme une attaque. C'est-à-dire que les gens ont investi de l'argent dans ces projets et ont pour beaucoup peut-être un peu perdu le recul nécessaire. C'est-à-dire que même quand il y a des choses qui objectivement ne vont pas ou ne prennent pas la bonne direction, en fait non, il faut surtout pas en parler parce que ça risquerait d'avoir un impact financier sur le projet et donc ça aurait un impact personnel sur leurs finances. Donc c'est toujours compliqué. Voilà, nous on a fait un sujet, on était à leur événement, ils ont fait un gros événement à Paris. Il y avait le ministre du numérique Jean-Noël Barrot qui était présent. Franchement, c'était impressionnant. Et voilà, on avait préparé un dossier sur le projet pour raconter un petit peu comment finalement Elrond, donc qui a changé de nom, n'avait pas toujours, j'allais dire, atteint ses objectifs en termes d'annonces. C'est-à-dire beaucoup d'annonces, il y a eu des revirements stratégiques. Et voilà, et certains nous ont dit publiquement qu'on s'attaquait à un projet européen, qu'on critiquait des gens qui buildaient, et en réalité, c'est pas le cas. C'est juste on explique que factuellement, en se basant sur ce qui a été annoncé avant et sur ce qui n'a pas forcément été fait et délivré, il y a un écart. Et ce qui est toujours très intéressant,
c'est que publiquement, les gens peuvent nous critiquer, mais nous, on reçoit plein de messages, en fait, en privé, de gens qui nous disent, putain, heureusement qu'il y a quand même des gens qui font ce boulot, c'est-à-dire de raconter ce qui se passe. C'est pas gratuit, hein, quand on explique qu'un projet n'avance pas forcément aussi rapidement qu'il l'avait annoncé. C'est simplement que voilà, c'est ce qu'on doit à nos lecteurs, et c'est aussi pour ça qu'on existe, quoi. C'est pour ça qu'on s'est lancé, parce que ce serait facile d'expliquer que tout va bien dans les projets, de ne se focaliser que sur les bonnes nouvelles, d'expliquer que Elrond qui part sur le métavers, c'est génial. Bah non, ça pose aussi des questions en termes de stratégie. Il y a 2, 3 ans, ils n'avaient pas les mêmes objectifs en tête, hein. Donc voilà, interroger et challenger ces revirements, ça fait partie de notre boulot. Ça déplaît à certains. Ce qui nous rassure, c'est que on est vivement encouragé en privé. Bah, merci pour ta transparence, hein, et puis bah, bravo pour voilà pour votre travail fait en toute indépendance. Alors tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, mais si on essaie de Ouais. synthétiser, peut-être si tu pouvais nous teaser peut-être le truc qui vous tient le plus à cœur à réaliser en 2023 au sein de The Big Whale, ce serait quoi? Waouh, waouh. Écoute, spontanément là, je te dirais, mais j'ai plein d'idées qui me viennent. Non, je pense vraiment, c'est de passer le plus de temps possible avec la communauté de Big Well. On l'a dit dès le départ, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous obsède au quotidien. C'est comment créer le média le plus en prise avec ses lecteurs et demain ses contributeurs. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, on s'est dit voilà, nous on apporte de la valeur, on va fournir des informations, faire des interviews, partir en reportage, mais les abonnés et franchement je les salue, bah, nous écrivent, nous donnent des informations, nous poussent même des articles, des interviews, des choses intéressantes qu'ils ont vues, nous font aussi part de tout bêtement de leur expertise, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais en fait nous notre plus gros asset, ce sont les plus de 15 000 abonnés qui bah, travaillent dans cet écosystème ou pas, qui s'intéressent à ces sujets et avec lesquels on a envie de développer ce média qui évidemment aura toujours des journalistes, mais qui ne peut pas continuer à exister euh, comme le font les autres médias. Et j'en viens, et Grégory a connu la même chose, avec des rédactions qui sont parfois un peu coupées euh, de leurs abonnés, de leur communauté. Et nous, oui, évidemment, on a passé du temps. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par une coproduction d'articles, par exemple, avec les abonnés, parce qu'on en a qui ont une énorme expertise et qui vraiment nous aident, par exemple, pour faire des dossiers. Ça va aussi passer par, on a un Discord pour les abonnés premium, c'est faire des Discord avec eux, mais même leur laisser la parole sur tel ou tel sujet, c'est-à-dire les mettre en lead, parce qu'aujourd'hui c'est Grégory qui anime les conférences, mais voilà, c'est les faire participer davantage, même sur l'interview avec des invités. C'est aussi organiser des événements physiques, hein. Comme je te l'ai dit, on va organiser plusieurs événements et ça c'était prévu dès le départ. Donc c'est des soirées pour eux, on va faire des dîners. Enfin voilà, on a plein de choses dans les tuyaux. Donc franchement, en 2023, le plus important, c'est de passer du temps avec les abonnés. Et puis après, tu vois, en te parlant, je pense aussi évidemment à tout ce qui est la tech, c'est-à-dire que et ça c'est vraiment comme ça qu'il faut nous voir. Il y a la partie éditoriale, c'est-à-dire il y a tous les contenus que l'on produit journalistiquement, et puis le plus important, c'est vraiment le sous-jacent technologique. On a lancé fin 2022 une collection de NFT. Bah, ça préfigure ce qu'est un média Web3 parce que bah, ce NFT va à la fois permettre bah, en fait de consommer de Big Whale, c'est-à-dire de recevoir potentiellement des informations, de se connecter à notre site, demain à notre app, de voter grâce au NFT sur des projets, sur la gouvernance. Ça va être aussi d'accéder à des événements. Enfin voilà, c'est aussi ça qui va être très important. Et puis aussi se développer en Europe, comme je dis à chaque fois. Voilà, en 2023, je vais pas mal bouger en Europe pour rencontrer des journalistes. Je suis déjà en contact avec eux et l'idée, c'est vraiment de créer ce réseau en Europe, à Londres, Berlin, demain à Rome, Madrid. Ça, c'est aussi super important.
Alors, une question plus personnelle maintenant, pas forcément peut-être une question à toi en tant que Mhm. journaliste, mais plus en tant que personne. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien dans cet univers Web3? Les gens. Honnêtement, les gens, tu vois, et j'ai pas hésité. Mais ce que je préfère avant tout, c'est voir les gens, passer du temps avec eux, comprendre ce qu'ils font, d'où ils viennent, pourquoi, ce qui les motive. C'est vraiment ça, et je ne cesse de le répéter. Je pense que la chance incroyable qu'on a avec Grégory, Dimitri, Alexandre, Clément et tous ceux qui bossent avec nous, c'est d'être dans une industrie où à tous les niveaux, il y a des gens hyper talentueux, il y a des porteurs de projets hyper doués, il y a des investisseurs qui sont super engagés, il y a des politiques qui, même si aujourd'hui sont encore minoritaires, ont compris ce qui se passait. Le régulateur aussi avance. Alors c'est pas parfait tous les jours et voilà ce qui se passe aujourd'hui avec avec l'agrément le démontre. Mais non, honnêtement, ce sont vraiment les gens. Voilà. Moi, quand je me lève le matin. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir avec qui je vais échanger, qui je vais voir, avec qui je vais déjeuner ou dîner, et ça c'est vraiment essentiel. Ok, bah, merci pour ta réponse. Alors, on arrive déjà à la dernière question. Alors, je te demande un effort de Ah, projection, comme d'habitude. Comment est-ce que tu vois le vas-y, Web3 dans 10 ans? vas-y. Oh là, c'est pas évident parce que j'ai, comment dire, quand je vois en fait ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans à l'échelle de l'écosystème, alors maintenant aujourd'hui, hein, qu'on appelle Web3, parce que il y a 10 ans on parlait pas de Web3, on parlait uniquement de Bitcoin, après on a parlé de crypto, et franchement, je sais que bon, la comparaison est un peu éculée et que bon, on en entend toujours parler, mais tu vois, moi, je suis né en 89. J'ai grandi avec Internet. Euh, et je pense quand même que ce qu'on est en train de vivre et du niveau de ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec Internet dans les années 90-2000. Alors après, c'est toujours compliqué, ce qu'on est en 93, en 97. Pour Internet, ça, j'en sais rien. Et à la limite, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que en 10 ans, ça va être incroyable ce qui va se passer. Ça va vraiment être incroyable. Je pense que ce dont on parle là aujourd'hui, les crypto-monnaies, les NFT et même le métavers, en fait, on se posera même plus la question et on parlera même plus de NFT, de crypto. C'est-à-dire qu'on utilisera des crypto-monnaies en parlant de leur nom. Les NFT seront devenus les objets numériques du quotidien. Et sur le métavers, ce que j'aime bien dire, c'est que évidemment qu'on aura dépassé ce qui est fait aujourd'hui et proposé par Meta et d'autres entreprises, parce que la technologie évolue très vite, et donc on aura des espaces immersifs qui seront mélangés à la réalité du quotidien. Donc non, non, je pense que le Web3 sera devenu quelque chose de totalement banal, comme on parlera plus du Web3, comme on ne parle plus du Web1. Et en fait, bah voilà, ce sera quelque chose qui fait partie de notre vie. Mais je pense que ouais, on va être très surpris. On va passer par des hauts, des bas. Mais ouais, dans 10 ans, en 2033, je pense que ouais, le Web3 sera partout. Ok, bah merci pour ta réponse. Je sais qu'elle est pas facile, donc voilà. Merci Ben, d'avoir joué le jeu. ouais, ouais, non, non, mais bah non, non, bah merci à toi. Du coup, bah, on arrive à la fin de l'épisode, donc bah écoute, il me reste à te remercier chaleureusement bah, pour ta participation, pour ta transparence et voilà ta bonne humeur, ton accessibilité. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec toi. Et puis écoute, bah je vous De souhaite même. bien entendu beaucoup de succès avec The Big Whale, mais je ne doute pas que vous en aurez beaucoup. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Ouais, bah écoute, je te souhaite également plein de succès. Encore merci pour l'invitation. Un vrai plaisir. C'est passé beaucoup trop vite. Et non, non, bah je salue tous ceux qui nous écouteront et tous ceux qui travaillent dans cet écosystème. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode et de se voir en physique. Avec grand plaisir. À très vite, Raphaël. Salut. Salut Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.